is down! No! Sagan is down! Taken Van Avermaet with him! Et là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Bonjour tout le monde et bonjour à Thibaut et à Simon qui sont mes deux invités pour ce nouvel épisode. Bonjour. Salut. Ça fait plaisir de vous avoir. Alors, ils vont se présenter, mais je fais une toute petite intro. Vous verrez dans les adresses Twitter que je mets d'habitude que Simon, j'ai rien mis à côté. C'est pas quelqu'un que je connais de Twitter. C'est mon premier invité que je connais IRL, comme on dit. Donc, je connais un peu de la vie réelle. Et on a repris contact par l'entremise du jeu Fantasy. Il y avait un petit groupe qui était créé. Et voilà, ça fait plaisir de voir une tête connue de la vraie vie dans une émission. Alors, petite présentation avant d'entamer vraiment le fil rouge. Puisque je vais parler un peu de toi, Simon, tu peux peut-être commencer. Donc, juste ton âge, par où tu vis, et si tu montes sur le vélo ou pas, en plus de le regarder à télé et d'apprécier ce sport. Donc moi j'ai 33 ans, je viens de la région de Liège et évidemment j'ai toujours été un grand fan de Philippe Gilbert, même si maintenant je pense qu'il est quand même temps qu'il raccroche. Et oui, je monte sur le vélo depuis quelques années, donc on fait de nombreuses sorties. Et c'est vrai que l'année passée, il y a 2 ans, on s'est donné comme défi de faire 3 fois le Ventoux avec 2 amis. Et j'ai malheureusement dû abandonner après 2 fois. Enfin 3 fois d'affilée, quoi. Voilà, bien les trois faces, quoi. 2 fois, écoute, c'est quand même l'équivalent de Wout, c'est pas mal. Tib, je vais demander un peu la même chose qu'à Simon, une petite présentation vite fait. Moi, je suis un Tourangeau de 29 ans, même si sur les réseaux, parfois, on a l'impression que j'en fais beaucoup moins. Je suis la génération juste en dessous d'Alaphilippe, la génération de Marc Sarrault, avec qui j'ai couru quand j'étais cadet, minime, un peu moins junior. Il y a pas mal de têtes qu'on a connues. De toute façon, on a tous couru avec des pros. Moi, dans la région centre, j'en ai quelques-uns qui j'ai côtoyé. Le vélo, je l'ai raccroché à la suite de mes études de droit. Très très clairement, c'était pas possible de gérer les deux. D'autant plus que j'étais en division nationale 3 dans l'équipe de Tours, où il y avait quand même un petit niveau. Et à un moment, faut faire le choix entre études et sport de haut niveau. C'était pas gérable pour moi. J'ai pas repris depuis parce que j'ai aussi des exigences à côté. Si je reprends, c'est pas pour prendre une passe cycliste à 29 ans. C'est pas non plus pour faire des 3 parce que les 3 ce serait un niveau acceptable. Mais c'est pareil, ça roule pas comme j'aimerais. Moi, si je veux reprendre, c'est pour avoir un niveau deuxième, première catégorie. Et très nettement, ça demanderait un investissement de temps que j'ai pas envie d'accorder à côté. Mais je vais me reprendre un vélo d'ici peu et je me ferai des sorties plaisir. On verra la compétition si j'y retourne plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est chacun va donner son troisième, et puis chacun va donner son deuxième, et puis chacun va donner son premier. On va inverser un peu l'ordre par rapport à la présentation. Je vais d'abord te donner la parole à toi, Tib. Dis-moi un peu qui tu placerais en numéro 3 pour ce mois de juillet. Comme on le sait, un classement, ça reste quand même assez subjectif plus qu'objectif. Les places sont limitées. Moi, cette troisième place, j'avais envie de la donner à Valentin Madouas pour son statut de super coéquipier sur le Tour de France. Bien sûr, si on enlève Wout van Aert de l'équation, alors c'est peut-être un peu franchouillard de ma part, c'est vrai, mais si j'ai vraiment un seul regret à pointer du côté de Valentin Madouas, c'est qu'il n'ait pas réussi à prendre l'échappée sur l'étape de Mende. Parce que clairement, il avait quelque chose à faire. Après, est-ce que Michael Matthews était intouchable sur cette étape? Peut-être, mais ça aurait été agréable de le voir à l'avant, de le voir pour aller jouer la gagne, parce qu'on l'a vu après sur l'étape de Foix, il n'était pas non plus si loin que ça de Hugo Hull. Peut-être un peu plus à retardement, mais ça aurait été aussi bien qu'il se retrouve en face à face avec Hull. J'aurais bien aimé sur cette étape, la FDJ nous a montré de belles choses, mais globalement, en fait, si on pointe en fait des éléments
individuelle, collectivement, la FDJ mérite tout autant cette troisième place parce que ben, elle a été solide sur les étapes de transition, solide sur l'étape pavée, où elle a su entourer son leader, solide sur les étapes de montagne, où elle a su épauler son leader, parce qu'il n'y a pas que Valentin Madouas, hein. Michael Storer nous a sorti un très gros tour. Donc ouais, pour tous ces éléments, j'avais envie de mettre Valentin Madouas qui nous a montré de belles choses et qui va chercher quand même une très belle place au classement général final. De très bon augure pour les prochaines années. On l'a vu, de toute façon, même au-delà de juillet, si t'englobes l'année avec son printemps, Valentin Madouas, je le mets très nettement sur cette troisième place, même si, oui, je le répète, c'est peut-être un peu franchouillard, mais ce sera sans regret. Simon, je vais te laisser prendre la parole avant moi. Dis-moi un peu qui tu mettrais troisième. Moi, j'avais envie de mettre les jeunes américains. Donc, je pense à Quinn Simmons et Jorgensen de chez Movistar. Parce qu'on les a vus tout le temps à l'attaque. Quinn Simmons, c'était quand même le plus jeune Tour de France. Il a 20 ans, je pense. Et on l'a vu tous les jours. Donc, niveau récupération, il est très bon. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que ces dernières années, quand j'étais jeune, je trouve qu'il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup d'Australiens. Et ces dernières années, je trouve qu'il n'y avait plus que des Européens. Et donc, d'avoir le retour d'Américains, ça fait plaisir parce que suite à l'affaire Armstrong, on a quand même eu un creux pendant 5-10 ans. Il n'y a eu plus personne. Alors qu'avant, on avait quand même Armstrong, Leifemer, Hamilton, c'était pas Livingstone, le coéquipier aussi d'Armstrong, je pense. Il y en avait un paquet. On a eu quand même notre ami Floyd Landis aussi. Et il y en a eu un paquet. Donc là, je trouve qu'avec Jorgensen et Quinn Simmons, on sent que c'est le renouveau américain. Et ça fait plaisir. Ah ouais, je vais faire un top 3 beaucoup plus conventionnel que le vôtre, à mon avis. Et quand je vois même Quinn Simmons sur l'étape avec où Van Aert s'échappe, là, la sixième étape, je pense, quand il est avec Van Aert, il sait qu'il va se faire manger tout cru par Van Aert et pourtant il donne, puis vraiment on voit qu'il explose complètement. Et alors qu'il a vraiment tout donné. Il ne veut pas la victoire, il s'est dit, bon, si je peux être deuxième, c'est très bien, et il a tout donné. Ouais. Il est à fond, quoi. En numéro 3, moi j'ai mis Pogacar. Certains vont me dire qu'il était décevant. En fait, le truc, c'est quand on fait un top, effectivement, c'est très subjectif, comme tu le disais, Tib. Hein. D'ailleurs, le mois passé, pour une fois, j'avais pas fait du tout. Je sais pas si vous vous rappelez de mon classement, mais c'était du Deli, du Koi et quand même moi, je crois. Mais donc, je comprends tout à fait qu'on puisse sortir du truc de convention. Et aussi, on a déjà discuté avec d'autres invités. On le fait aussi au rapport aux attentes. C'est-à-dire que malheureusement pour lui, quelqu'un comme Pogacar, il prend pas énormément de points parce qu'on s'attend à ce qu'il gagne. Alors c'est normal et du coup on a un peu du mal à le mettre dans le top. Et sauf qu'à la fin du compte, je me dis c'est pas possible non plus que Pogacar il prenne pas des points et qu'on fasse un classement du cycliste de l'année, bah il se retrouve pas là quoi. Donc voilà. Ici j'avais quand même envie de le mettre et puis parce que pour moi il n'a pas été décevant. Alors oui, on s'attend à ce qu'il écrase tout le temps, mais il fait un super tour, il gagne 3 étapes, il a une résilience, je trouve, parce qu'il se rend bien compte qu'il est moins fort que Vingegaard, et pourtant il s'accroche, il va chercher son étape, la dernière étape qu'il prend, c'est magnifique de résilience. Un peu aidé parce que Vingegaard n'attaque pas, je crois que si Vingegaard veut y aller, il ne l'apprend jamais, mais bon, hein. Il s'accroche, il tente, et c'est quand même un très bon niveau, finalement, 3 étapes et deuxième du tour, donc voilà, je trouve qu'il méritait quand même sa place sur le podium pour ce mois-ci. Tib en deuxième position. C'est là où sûrement je vais digresser de vous deux, parce que pour moi, c'est indispensable de la citer, Annemiek van Vleuten. Je suis obligé de mettre sur un pied d'égalité les hommes et les femmes, et Annemiek van Vleuten mérite cette deuxième place. On voit souvent les femmes qui sont nommées au Vélo d'Or, mais souvent elles ont un très très beau palmarès qui peuvent leur permettre de gagner ce Vélo d'Or et elles ne sont jamais récompensées de ce côté-là. Mais Annemiek van Vleuten, quand tu gagnes au mois de juillet, hein, début du mois de juillet, le Giro et fin du mois de juillet, le Tour de France, un doublé pas inédit parce que chez les hommes, tu as Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Roche, Fignon, Indurain, Pantani. Et chez les femmes, tu as Marsal sur le Tour du CEE, Luperini sur le Tour cycliste et Somariba qui l'ont fait, mais tu as très peu de personnes dans l'histoire du cyclisme, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, qui ont réussi ce doublé. Donc Annemiek van Vleuten avec 2 victoires d'étape, une victoire écrasante
la veille de la planche des belles filles où tout le monde à 3 minutes mérite très nettement cette deuxième place. On aurait pu partir sur un classement totalement homme, mais j'étais obligé de citer, de citer les femmes parce que on les a mises en avant avec le Tour de France féminin après, non, le même jour que l'arrivée des Champs-Élysées, juste avant pour profiter de cette médiatisation. Et c'était une obligation de la mettre dans ce classement. Simon, je te laisse la parole pour ton deuxième choix. Pour remettre Vingegaard quand même, parce que c'est quand même, c'est quand même le premier non, c'est le premier Danois à gagner le Tour de France. Non, je pense pas, mais ça faisait très longtemps. Ah, et c'était Ries. S'il te Avant. plaît? Il y avait eu Bjarne Ries avant lui. Ah, ok, super vu. Mais bon, en plus, le Tour de France a commencé au Danemark, donc c'était quand même extraordinaire qu'un Danois le gagne. Mais j'avais quand même envie de mettre en avant, c'est un drôle le top 2, mais c'est pour changer un peu le Tour de France, Jan Baklands, qui avait gagné la dernière étape du Tour de la région Wallonne. Je ne sais pas si vous avez vu son interview après l'étape, mais c'était assez extraordinaire. Il disait, ben voilà, ça fait 5 ans qu'il rame, il n'arrive plus vraiment à avoir le niveau. Et là, il dit, le matin, j'ai senti que j'avais des jambes extraordinaires. J'ai couru. Je suis encore revenu sur le groupe de 30 qui était à l'avant. Et puis, il me dit, ah, il veut tenter ma chance. Et puis, il fait un sprint de loin. Et il gagne l'étape. Et puis à l'interview, il tombe en pleurs. En plus, toute sa famille était là. Et c'était vraiment beau à voir. Je trouve que c'est quelqu'un qui, mine de rien, était déjà là, je pense, il y a 15 ans, quand il gagne le Tour de France, qui prend le maillot jaune, c'est il y a quasi 15 ans. Ici, il a 36 ans. Et ça fait 5 ans qu'il a pu gagner. Et il a quand même encore gagné une dernière étape, je pense, peut-être l'année de sa carrière. Donc, rien que pour son interview, je trouvais ça beau. Et on a déjà eu l'interview de Lampard, qui a quand même été très belle aussi lors de la première étape du Tour de France. Comme il disait, je suis un fils de fermier. Et je vais gagner devant Ghana, Van Aert, Pogacar, Vingegaard au Tour de France, la plus grande course du monde. Et je trouvais que ces interviews sont comme très émouvantes, que ce soit Lampard ou Baklands. Et donc, j'avais envie de les mettre en avant, quoi. Même si, sportivement, le deuxième, c'est Vingegaard, quand même. Ouais. Ben oui, justement, moi j'hésitais beaucoup entre, j'avais dit que je ferais conventionnel, hein, entre Vingegaard et celui qui sera certainement ton numéro 1. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais alors je n'avais toujours pas réussi à trancher, mais vu que Tib a dit qu'il était peut-être un peu franchouillard avec Madouas, je vais mettre un peu la Belgique en avant. Donc sur le numéro 2, je vais rester sur Vingegaard du coup. Vingegaard, voilà, j'étais un petit peu déçu qu'il n'attaque pas, etc. Mais je reconnais qu'il a été énorme et il mérite largement d'être peut-être le coureur du mois et peut-être à la deuxième place. Allez. Mais très très bon. Et je sais pas si on doit dire attendu. Non, pas attendu quand même. Attendu, oui, on l'attendait tous très fort, peut-être même le principal rival de Pogacar, mais là, à ce point-là, moi, je m'y attendais quand même pas. Si fort, a priori sans faille, quand on voit encore le dernier chrono, là, j'attendais quand même pas si fort que ça. Tib, alors en numéro 1. En numéro 1, je pense que très nettement, si on demande à une grande majorité, on est presque sur un axiome. Et ce serait un apophisme de dire un aphorisme, pardon, de dire que Wout van Aert ne mérite pas cette première place. Il a été offensif du premier jour, enfin du premier jour, oui, il a été au top du premier jusqu'au dernier jour. Il est la pierre angulaire de la victoire de Jonas Vingegaard. Il nous a sorti un tour monstrueux. Maillot vert, record depuis l'instauration du barème à 50 points en 2015. 480 points. Et il bat même le record de Peter Sagan qui était à 477. Et tout en sachant qu'il n'a pas sprinté sur les Champs-Élysées. J'allais te le dire. Ouais. Voilà, c'est le deuxième plus haut score au classement par points depuis la création du Tour de France. Bon, le premier est clairement intouchable à plus de 600 points, 677 si je me trompe pas. Donc non, Wout van Aert, même en fin de Tour de France sur l'étape d'Otakam, tu le vois, il fait le départ. Et au-delà de faire le départ pendant 13 km, il fait la nique au peloton. Un peloton qui est en attaque tout le temps, qui ne se repose pas.
Il n'y a pas eu un seul temps mort, il n'y a pas eu une seule personne qui n'a pas attaqué, qui n'a pas relancé le peloton, qui n'a pas mené le peloton. Ils l'ont jamais, il a tenu en respect ce peloton-là. Et au-delà de tenir en respect, il se fait rejoindre, il se rééchappe. Et au-delà de se rééchapper, il est le plus fort de l'échappée. Et si Vingegaard ne rentre pas sur lui grâce au travail d'équipe, il peut même claquer cette étape d'Otakam. Mais l'étape d'Otakam était prévue pour Vingegaard. Il l'avait annoncé. Il l'avait prévu au sein de l'équipe. C'était quelque part un passage de relais, une sorte d'image, pas un pied de nez, mais un hommage à la victoire de Riz au sommet d'Otakam en maillot jaune. Il lui fallait une victoire en maillot jaune au sommet. Il est allé la chercher. Même si je mets pas dans mon classement Vingegaard, j'ai dit tout à l'heure que je mettais Valentin Mountouas et que je pouvais parler d'un effectif, mais cette première place, on pourrait aussi la mettre à l'effectif Jumbo-Visma, parce que Ouais, totalement. au-delà d'avoir, ils ont écrasé ce tour, hein. Ils en sont à 6 victoires, plus de 15 podiums, il me semble. C'est énorme. Deux maillots, le maillot à points, le maillot jaune, non, trois maillots, le maillot 3 maillots. jaune, et si Vingegaard était plus jeune, il aurait pu avoir le maillot blanc. Ah, Donc, quelques mois après. ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont préparé ce tour, ils l'ont préparé en amont de longue date. Là, il y a un article qui est sorti, il me semble que c'est sur Cycling News, où ils disaient toute la stratégie qu'ils avaient. Ils ont étudié toutes les interviews de Pogacar, de son DS, de son entraîneur. Ils ont étudié ses points faibles, les points faibles que Pogacar citait de lui-même, qu'on a déjà dit avec Vincent, surtout Vincent qui les a dit dans les podcasts, dans les lives, où Poggi, ses points faibles, c'était potentiellement la chaleur et les ascensions longues. Ils ont misé là-dessus, ils ont dynamité une course de loin, parce que l'étape du Granon, on aurait pu s'attendre à une course de côte dans le col du Granon. On se disait, wow, ça va être un peu osé d'attaquer avant. Et au-delà d'attaquer avant, ils attaquent dans le télégraphe à 70 km de l'arrivée. Une étape de légende, une étape qui restera dans les annales, sûrement l'étape pour le moment du millénaire, à mon sens. Qu'est-ce que tu veux dire à un rouleau compresseur comme la Jumbo qui va te chercher des victoires d'étape avec 3 coureurs différents, des doublés, y a rien à dire. C'est un tour parfait du côté de la Jumbo, un tour qui nous ont écrasés. J'ai rarement vu un effectif de mémoire. Ça fait longtemps et j'arrive même pas à comparer un effectif aussi écrasant de la Jumbo, parce que souvent on a un effectif qui va te faire des rouleaux compresseurs dans les montées, mais qui ne va pas jouer autant de classements annexes, autant d'étapes. De toute façon, ça s'est vu sur les primes finales, ils ont tout raflé. Donc c'est assez exceptionnel. Début de tour, on critiquait beaucoup la Jumbo en disant oh, ils essaient d'avoir tous les maillots, avoir le maillot vert et le maillot jaune, ça ne va pas aller. Et finalement, ils ont quand même eu les deux, quoi. Même si Ouais. c'était un risque. On critiquait beaucoup. Pour avoir Van Aert avec eux. Parce que si Van Aert ne serait peut-être pas venu au Tour de France en jouant seulement le rôle de coéquipier, quoi. Simon, est-ce que tu vas nous parler du même homme pour ton numéro 1? On a rarement vu quelqu'un qui a autant dominé le vélo sur un mois. Donc, je vais prendre également Van Aert. Et je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un qui ne jouait pas le général, qui dominait autant le Tour. C'est vrai qu'on a quand même eu Sagan qui, quelques années, alors gagné 3, 4 et qui gagnait tous les sprints intermédiaires et qui était vraiment très présent. Mais on a eu Gilbert qui est dans ces très bonnes années, qui a fait un très bon tour, celui-là, quand il est allé prendre le maillot jaune au mur de Bretagne. Mais de cette façon, on n'a jamais eu, quoi. Donc, moi, je n'ai jamais vécu, en tout cas. Mais peut-être Moi non plus. passé. Et on pourrait dire Alaphilippe, mais après Alaphilippe, c'est un peu à part, parce que finalement, il a joué le général, quoi. C'est vrai que Alaphilippe, il y a 3 ans maintenant, il avait quand même gagné quasi. Il avait été présent dans toutes les étapes jusqu'à ce qu'il craque 3-4 étapes avant l'arrivée, quoi. Donc, Mais je suis d'accord avec toi, mais je vais rejoindre ce que Tim disait plus tôt dans l'émission. Ici, en plus, on a eu un tour sans transition. Donc, ça veut dire qu'il a été là tous les jours dans un tour où il n'y a pas eu une étape de transition. Moi, j'ai jamais vu ça non plus. J'ai jamais vu un mec être si présent et si fort tout le temps. Et il nous a offert des numéros incroyables. Et d'ailleurs, je me suis posé la question de combien d'étapes Van Aert aurait pu gagner s'il avait été leader unique de son équipe. Et je me dis, il peut vraiment la chercher pas loin de 10. Hein. J'exagère peut-être un petit peu, mais franchement, il y a un paquet d'étapes de moyenne montagne, il peut les gagner. Toutes les étapes de transition, il peut les gagner quasi.
s'il y a une bonne équipe autour de lui, franchement, il peut y en gagner peut-être 10, qui est peut-être le record. Je ne sais pas quel est le record autour du Tour de France, mais il peut peut-être faire un record, quoi. Ah, mais Ouais, l'étape de Foix, il avait dit qu'il avait les jambes et que s'il avait eu la permission, il serait allé pour la gagner. Mais on l'a jamais vu se reposer de ce Non, tour. On se non. demandait quand est-ce qu'il allait avoir les piles déchargées, quand tu as tout le monde qui est sec à la fin, qu'en peuvent plus, et où tu sais que sur les derniers jours, la dernière semaine, bah, chaque attaque, tu la comptes un peu pour aller prendre l'échappée parce que les jambes sont lourdes, le cardio ne pousse pas autant. Et lui, tu te demandes quand est-ce que les piles vont être déchargées. Et même en fin de tour, tu le vois tout pimpant, tu te dis, putain, Wout, il en va même à décider de qui va gagner. Le jour où Laporte va gagner, tu te dis, bah, ça va être encore pour Wout. Et Wout dit, non, vas-y, va. ouais. Mhm. Et c'est J'ai vrai jamais. que, en tout cas, il décidait peut-être pas toujours qui va gagner, mais il décidait toujours qui va être dans l'échappée, hein. Parce que le matin, dès qu'il n'était pas d'accord avec l'échappée, il y allait et il ramenait tout le monde, quoi. C'était assez énorme. Ah ouais, c'est un phénomène. Et bah, on va continuer à parler de toi parce que c'était mon choix en numéro 1 aussi, donc. Et bah ouais, non, il a été énorme. Et moi, je suis en train de tomber amoureux de Wout dans cette année, en fait. Mais déjà, un peu les prémices, c'était avant le tour, hein. Ce qu'il nous a fait au Newsblatt, par exemple, alors qu'il avait tout pour juste rester et gagner au sprint facile et qu'il a décidé de faire son petit numéro, là. Puis, ah, tiens, parce que c'est toujours un peu bête, hein, d'opposer, mais on a souvent tendance à opposer Van Der Poel et Van Aert. Et moi, j'étais plus remonté Van Der Poel. Mais là, Van Aert, il est en train de nous faire vivre des numéros dingues, totalement dingues. Moi, je retiens jamais les villes arrivées, etc. Mais l'étape où il fait son numéro en jaune pour aller la claquer, là, wow, c'est fou. En fait, il fait des trucs fous. Et en fait, c'est ce que j'aimais chez Van Der Poel, qui faisait des attaques à 80-100 km de l'arrivée. Sauf que là, en plus, Van Aert, je vais pas dire que Van Der Poel ne gagne pas, hein, il en a gagné beaucoup, mais Van Aert, là, c'est une machine. C'est une machine, mais c'est une machine magnifique à voir. Parce qu'on sait que la saison des transferts est lancée et on voit par exemple qu'il y a un Paul Pénoët qui va passer de la Conti à la World Tour du côté de la FDJ. Ok. Ben oui, très belle transition. On voit l'animateur dans l'âme. Oui, on voulait passer aux actus et là justement, je comptais peut-être sur Tip qui me disait qu'il avait listé quelques trucs. J'avoue qu'il était en vacances, j'ai suivi tout ça de très loin, donc moi j'avais pas repéré grand-chose. Moi, niveau transfert, il y en avait un, c'est peut-être de nouveau ma fibre belge qui parle, qui m'a un tout petit peu plus marqué que les autres. C'était attendu, c'est Christophe qui quitte Intermarché. Mais Tolissen, du coup, qui viendrait chez Intermarché. On peut avoir votre avis là-dessus, parce que il y en a beaucoup qui s'en réjouissent, pas spécialement du départ de Christophe, mais qui trouvent que c'est pas un deal perdant de voir Tolissen débarquer. Et moi, par contre, je suis pas encore convaincu. Alors, Tolissen, sur papier, je trouve que c'est sexy, mais j'attends quand même de voir. Et je trouve qu'on sous-estime un peu la saison de Christophe, qui, je trouve, a quand même été monumentale. Donc voilà. Ça, je sais pas ce que vous en pensez. Simon, ce que tu Ouais, penses de... il faut quand même penser un peu à l'avenir, hein, Christophe. Je ne sais pas quel âge il a, mais il a peut-être les Oui, 40 quand même. Est-ce qu'il est capable de gagner une grande classique ou même une semi-classique? Non. bah attends, t'as vu ce qu'il fait sur l'Esco cette année? Ouais, mais ouais, je dis pas, cette année c'est encore possible, mais l'année prochaine ça va quand même devenir très difficile. Je pense il y a plus de chances que Tunisienne gagne une semi-classique comme l'Esco ou comme Wevelgem que Christophe, je pense maintenant. Vrai, il a quel âge, mais Christophe, il a 40 ou... Alors, Oui, oui. T'as pas tort, hein. Et sur le papier, de Dyssen, ce que je dis, c'est sexy, hein. Maintenant, je sais pas, j'ai pas suivi assez le garçon ces derniers temps, mais j'ai pas l'impression qu'on ait non. des références sur Après les- que Tunisienne veuille quitter Jumbo, je comprends, hein, parce que Ah oui, ça. Ouais, là, il y a quelques leaders qui lui font de l'ombre, quoi, mais ouais, ça Ouais, c'est puis sûr. enfin, pour lui, ce sera un bon choix en tout cas. au-delà de ça, quand tu regardes sur First Cycling, tu as les transferts qui sont prévus et qui sont déjà annoncés. Tom Dumoulin, on sait qu'il arrête, mais quand tu libères David Decker, Ouais. Pascal Encorn, Chris Harper, Lennart Hofstede et Timo Rossen, en plus de Tønnesen, ça fait quand même un allègement d'effectifs et tu sais que déjà, ils vont re-signer des grands noms à côté.
Donc bon, un Tennyson, aujourd'hui, il a montré de belles choses, d'ailleurs, dans le final, sur l'arrivée du jour. Mais le voir aller ailleurs, c'est pas non plus dérangeant pour moi dans l'absolu. J'aime bien la signature de Christophe du côté des Uno X. C'est une équipe qu'on Ah, aimerait voir clairement, oui, et à ce niveau. qu'on a hâte de voir sur un grand tour. Au niveau actu, sinon, Type me suggérait, c'est une très bonne idée, de parler du retour de Bernal, qui reviendrait donc plus vite que prévu. Ça fait un moment qu'on voit que sa rééducation, ça va vite et a priori bien. Et donc là, il serait même au départ de la Vuelta. Bah, Type, je vais te laisser parler parce que tu avais une analyse assez intéressante avant que j'enregistre. Tu trouvais ça intéressant, donc à la fois intéressant et puis c'est toujours plaisant de voir un mec comme Bernal revenir, mais à double tranchant, tu disais aussi, ça peut être peut-être dangereux de reprendre un peu trop vite. Donc je vais te laisser la parole pour que tu développes peut-être un peu là-dessus. Bah, c'est vrai qu'il y a des interrogations. Il était quand même, au vu de ses blessures, on a annoncé très nettement sur les plus graves, 9 mois de récupération totale. Donc, à partir du moment où tu dis 9 mois, tu pressentais Bernal sur une année off et un retour à la compétition en 2023. Là, on sait qu'il sera de retour autour de Burgos et qu'il est pressenti sur la Vuelta. Va y avoir la question de son rôle sur ces grands tours, enfin sur ces tours, sur le tour d'une semaine et ce grand tour, sera-t-il leader ou pas? Il y a la question de comment le physique va tenir et le physique va être sollicité parce que ça peut être à double tranchant. On le sait qu'il est très bien suivi. S'il retourne à la compétition, c'est qu'il a très bien récupéré. Mais est-ce que c'est pas aussi trop tôt? Parce que si il se reblesse par-dessus ou si justement il revient à la compétition trop tôt et qu'il n'est pas entièrement guéri, très nettement, il met sa carrière en jeu parce qu'on parle pas d'une année off après. On parle peut-être justement d'un mec qui a subi des blessures graves un peu à la Christopher Froome, qui n'a pas l'âge de Christopher Froome, mais qui peut ne pas revenir au plus haut niveau comme Christopher Froome. Et ce serait extrêmement dommageable d'avoir eu cet appétit de vouloir remettre Egan Bernal en compétition, en sachant que potentiellement ça peut lui porter préjudice s'il il se blesse ou si justement il n'a pas récupéré entièrement. Je vais garder un bémol. Après, moi, ça me fait extrêmement plaisir de le voir revenir à la compétition parce que tu mérites pas. Déjà, une chute en compétition, tu ne la mérites pas. Être blessé, autant tu ne le mérites pas. Et surtout quand t'es si jeune, tu peux potentiellement dire adieu à ta carrière sur une chute bête. Et tu peux parfois finir totalement tétraplégique sur une chute bête et c'est ta vie de tous les jours qui est impactée. À voir, à voir. Je ne demande qu'à voir, mais je reste quand même très mesuré sur Egan Bernal. J'attends vraiment de voir son niveau et au-delà de son niveau, le rôle qu'il va avoir à jouer. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire le retour de Bernal, Simon? Je me réjouis parce que c'est un de mes coureurs préférés. Surtout que pour moi, c'est un des derniers grimpeurs qui a gagné le Tour de France, même si Pogacar et Vingegaard sont des grimpeurs, mais ça reste des spécialistes aussi en contre-la-montre, contrairement à Bernal qui est quand même pas le meilleur en contre-la-montre, on va dire. Et mais voilà, je pense pas qu'il va venir comme leader, c'est pas possible après la chute qu'il a eue. Je pense que comme leader, je n'y crois pas. Je pense qu'il va venir aider Carapace et c'est déjà, ouais, comme Thibaut dit, c'est quand même fou de le remettre sur une course de 3 semaines, des surprises, quoi. Ouais. Ouais, Bah, bah, ça me fait un peu ça, penser à Remco, en fait. c'est Même si ça. c'était pas vraiment la même situation, mais bon, ouais, c'est super longue absence et tu reprends comme ça. Bah, Mhm. Remco revient d'une très grosse blessure, comme Egan Bernal, et il reprend direct un grand tour. Bon, on a vu ce que ça a donné. Ouais, Finalement, Remco se porte très bien. Mais mais il a fallu du temps. Il a fallu du ouais, temps quand même. puis quand tu sais l'impact physique d'un grand tour, à voir, à voir. Après, bon, s'il joue des étapes et qu'il joue un rôle de coéquipier modèle
pour Carapaz, tant mieux, mais je veux absolument pas le voir en co-leader sur cette Vuelta Non. de crainte. Mais bon, enfin, c'est un coureur tellement talentueux que tu ne peux pas non plus écarter cette hypothèse. C'est ça le truc. Et avant qu'on- donc on va avancer sur le reste, mais si tu avais quelques autres trucs quand même marquants avant qu'on clôture l'actu, dis-moi. Bah, j'ai vu que la Israël engage 3 jeunes, donc rajeunit un peu son effectif, ce qui est pas plus mal. Oui. On a Lipovic qui signe qui est stagiaire chez Labora, ça peut être pas mal. Oliver Kneis qui va signer stagiaire chez UAE, donc ça peut être une belle signature. Black Quick du côté de l'Abex, excellente signature. Mais moi, ce qui m'a encore plus marqué là, c'est la diminution du train d'Arnaud Démare. On le Ouais. sait, il a un train qui est construit depuis des années. Et là, Guarnieri va signer chez la Lotto et on a Sikkeldam qui est pressenti chez BNB. Donc, Ouais. quand tu perds, Guarnieri, on sait toutes les critiques qu'il a subies, et notamment de mon côté. Depuis l'année dernière, c'est plus le Guarnieri Prime qui apportait beaucoup à Arnaud Démare, c'était plus une épine dans le pied qu'autre chose. Mais quand tu perds Sinkeldam, le meilleur poste 2 au monde, ça peut commencer à devenir problématique. Après, tu as des coureurs de la Conti qui peuvent combler, mais c'est tout un train à revoir, pas mal d'automatisme. Alors, est-ce que ça va être une renaissance pour Arnaud Démare ou est-ce que ça va être une épine dans le pied, peut-être bah, des points noirs qui vont ternir ces prochaines saisons, à voir. Mais là, le train d'Arnaud Démare va devoir être fortement repensé et travaillé. Ouais. Je vais pas réagir sur les jeunes parce que je t'avoue que je ne les connais pas. Ceux que tu as cités, je connais pas assez pour avoir des avis. Par contre, sur le trait de Démarre, moi, ce qui m'étonne, et tu connais certainement beaucoup mieux aussi le trait que moi, mais ce qui m'étonne, c'est Lefebvre qui s'intéresse à Sinkeldam pour finalement qu'il soit pressenti chez BNB. Ça me fait un grand écart comme ça, tu vois, sans plus analyser et de me dire, on pense à toi pour aller dans ce qui se fait de mieux, on va dire peut-être dans les trains, pour finalement te retrouver chez Pinot. Enfin, voilà, c'est un peu surprenant comme évolution des rumeurs et signatures. Je sais pas si c'est signé ou si c'est toujours non, c'est rumeur, hein, je pense C'est toujours. pressenti, ouais. Ouais, ouais. Donc ça m'avait un peu étonné. Et alors effectivement, sur Twitter, je vois tous ceux qui suivent un peu la FDJ qui disent oui qu'il faudra faire avec les jeunes. Difficile de se projeter, j'imagine, sur ce que ça peut donner à l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nécessite quand même une reconstruction. C'est-à-dire que peut-être que ça marchera très bien, mais il va quand même falloir le bosser, ce nouveau train. Oh, bah, forcément. Après, c'est vrai qu'ils ont un vivier de jeunes qui est extrêmement talentueux, mais il y a même des jeunes qui peuvent remplacer Arnaud Démare. Donc, tu sais très bien que sur des courses de moindre ampleur ou des courses où Arnaud Démare ne sera pas aligné, ce sera les deuxièmes sprinteurs de l'équipe. Donc, ouais, à voir. Ouais. Franchement, je demande à voir, mais perdre Sinkeldam, pour moi, c'est une très grosse perte parce que on parle beaucoup de Morkov en tant que meilleur poisson pilote du monde, mais au poste 2, ce qui se fait de mieux au monde, c'est Sinkeldam. Et on a eu des infos de pourquoi il se sépare, parce que de nouveau, c'est un grand écart. Je veux dire, tu pars chez Quickstep, je peux encore comprendre. Quitter la FDJ pour aller chez Pinot, j'ai un peu du mal à voir où il peut y avoir un intérêt. Que ce soit sportif ah bah alors je connais pas du tout au niveau financier, etc. Mais même financier, moi ça me renvoie l'image, ça m'étonne, quoi. Tu vois. Ah ouais, mais là, on sait que la BNB va fortement évoluer. Il y a des sponsors qui arrivent et du gros sponsor. Donc, c'est un peu comme quand Total est arrivé. D'accord. Euh, donc, ça va être aussi un poids lourd du côté français. Ça peut devenir une équipe poids lourd du côté des équipes françaises. Donc, c'est pas non plus surprenant dans l'absolu, mais ouais, c'est dommageable. Après. Forcément, tu as aussi des jeunes, on le voit du côté de la Groupama, qui vont te coûter très cher au vu de ce qu'ils affichent chez les amateurs. Ouais, Donc, va falloir libérer aussi du budget. ouais, clair. Le démarre, il va rester, lui. Ouais, a priori, oui.
Ouais. Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il est mis de plus en plus de côté. Donc, j'ai toujours l'impression que, enfin, je sais pas, le fait de pas aller au Tour de France, même s'il a jamais fait grand-chose au Tour de France, là, quand on a un sprinter comme Desmar, pour l'équipe française, c'est fou de pas l'amener au Tour de France, je trouve. Ouais. Mais bon. Ouais. Bah, là, ouais, ça aurait été difficile de lui faire encore une place cette année, mais je comprends ce que tu veux dire, Je me suis effectivement. demandé, est-ce qu'il ne râle pas contre son équipe de ne pas l'avoir amené au Tour de France? Je sais pas. Mm. Ah, Bah, il avait quand même un peu mauvaise. Bon, enfin, sur ce Tour de France, il n'y a pas non plus tant d'occasions que ouais, ça c'est pour les vrai aussi. sprinters. Et Non. puis, enfin, c'est compliqué parce que tu dois composer avec une équipe où le sponsor demande à ce qu'on vise le général. Et ça a été pareil les autres années. Et tu dois composer aussi avec une équipe où si tu emmènes des marques, faut emmener son train. Et le train, ça pèse dans un effectif. Et c'est des éléments qui ne t'aideront pas en montagne. Donc, c'est compliqué de composer comme ça. Quand tu vois la Quick Step, tu vois très bien que quand ils emmènent un mec au général, le mec au général, allez, il a un coéquipier et le reste, c'est entièrement bâti autour du sprinter. Mm. Ouais, c'est Ouais, vrai. je sais pas. Mhm. Ben, on va passer à la troisième rubrique. Allez, Simon, je te donne la parole au premier. Ben, le mois d'août, c'est quand même un mois un peu creux à vélo, même si c'est vrai que ces dernières années, on a la Vuelta qui commence de plus en plus tôt. J'ai l'impression, parce que moi, mes souvenirs, c'était la Vuelta, c'était la rentrée scolaire en septembre. Je me dépêchais de rentrer en bus pour regarder la fin de l'étape. Et c'est vrai que maintenant, ces dernières années, on a quand même la Vuelta qui commence au mois d'août. Mais sinon, bah, moi, quand je pense au mois d'août, je pense plutôt, oui, San Sébastien, et puis c'est souvent les Tour qui avait le Tour de Pologne, mine de rien, et si je dois aller avoir un studio Tour de Pologne, bah, j'allais le jour direct, c'est quand même la fameuse chute de deux sprinteurs hollandais qui a failli être une fin de carrière, voire mortelle pour Jakobsen. Jacobsen. Ouais. Et pour toi, c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'ils sont tous les deux de retour, tous les deux gagner l'étape au Tour de France, malgré cette fameuse étape. Je trouve que le Tour de Pologne, c'est vrai qu'il est souvent critiqué, mais il y a des fois il y a quand même un peu de spectacle et c'est un tour qui sourit quand même fort aux Belges. C'est le Toi, moins Tib, creux. ouais, j'ai une petite Ah, idée de ce que tu vas dire. Tour de l'avenir, toi. Ouais, Non? je le vois venir, le tour de exact. l'avenir. Ouais, bah oui, forcément, c'était le Tour de l'avenir. Ça reste un mois un peu creux. Tu peux le citer, mais tu peux le citer tous les 4 ans. Et encore, ça dépend. Souvent, c'est fin juillet, début août. Il y a les épreuves des Jeux Olympiques qui rythment Ouais, aussi un peu ce mois d'août. Mais les Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus global parce que tu as tous les sports. Donc, tu n'as pas que le cyclisme. C'est aussi pour ça que c'est peut-être un peu plus marquant, un peu plus imprégnant dans mon imaginaire. Mais voilà, souvenir de la Vuelta, j'en ai pas spécialement. C'est surtout moi, ce qui me marque le plus sur le mois d'août, c'est le Tour de l'avenir, mais forcément parce que je suis quelqu'un qui suit énormément aussi le cyclisme amateur et j'aime découvrir ces nouvelles pépites. Et on sait que le vivier, souvent français, se démarque bien au Tour de l'avenir et tu sais à peu près quel coureur va après briller chez les professionnels. De toute façon, tous nos Français qui ont brillé sur le Tour de l'avenir et globalement, en fait, tous les coureurs qui ont brillé sur le Tour de l'avenir brillent après sur le monde professionnel. Donc, forcément, c'est la course à suivre, à mon sens. Et cette année, j'aime fortement le parcours. Bon, après, on a peut-être mis un peu trop de col de la Madeleine à un peu toutes les sauces, parce que ils vont le franchir, certes, pas les mêmes distances, pas les mêmes versants, mais sur les 3 dernières étapes. Mais les étapes sont monstrueuses. Donc, on va avoir un très beau Tour de l'avenir, un très beau plateau. Et moi, j'attends que ça, parce que la Vuelta m'attire un peu, mais forcément, avec les nombreuses défections, on va peut-être avoir un tour qui est intéressant, mais avec le Giro qu'on a eu, qui est resté quand même ouais, un peu en demi-teinte, mais surtout un Tour de France qui n'a pas débranché, qui était totalement passionnant, j'ai peur d'une Vuelta un peu au rabais ou d'une Vuelta du moins extrêmement décevante au point de vue du spectacle. À voir, mais forcément, quand tu as goûté un mets exquis,
derrière, c'est compliqué de prendre la relève et d'avoir une saveur aussi bonne. Ouais. Après, il y aura quand même le plateau, il sera pour moi meilleur à la Vuelta qu'au Giro, non? Ah oui, On parle oui, quand sans même doute. on parle quand même de Landa, de Lopez finalement qui sera là, à voir dans quelles conditions vu sa Mais suspension. Il y aura Simon le, Yates qui sera là, il y aura Carapace avec peut-être Bernal, il y aura qui? Il y aura Hindley, il y aura hmm, O'Connor, à mon avis, il y aura Mas, les revanchards, quoi. Et Quintana, est-ce qu'il Quintana va pas venir? Pinot sera là sûrement. Philippe ouais. sera là, plus Remco. Je pense que le plateau sera Après, quand même pas si mal, non? ouais, mais le problème de ce type de plateau, et c'est un peu comme sur le Giro, en fait, c'est qu'on a des courses un peu plus stéréotypées quand c'est comme ça, parce que c'est un peu l'occasion d'une vie pour certains d'aller gagner un grand tour. Et c'est peut-être là où les courses sont peut-être un peu plus stériles. Et c'était aussi la crainte qu'on avait sur le Tour de France, si la première semaine, des gros noms, type Vingegaard, Roglic et même et ou Pogacar passait à travers la fenêtre, c'est qu'on aurait pu avoir un tour totalement aseptisé qui se joue dans la montée d'Otakam. Et bon, la Vuelta est construite un peu plus pour le spectacle, mais tu peux aussi avoir une course un peu plus aseptisée du fait que bah, il y ait quand même les grands noms qui ne soient pas là. Donc forcément, bah, ça donne un shot à peu près tout le monde et tout le monde courra peut-être un peu plus de manière défensive qu'offensive. Après, le fait que, je ne sais pas si Almeida va y aller, mais là, je pense bien, mais le fait d'avoir un Almeida et un Remco qui sont quand même un, voire deux, trois crans au-dessus au niveau du chrono, ça veut dire quand même que des Landa, des Lopez, des Carapace, des Hindley vont devoir quand même creuser des écarts en montagne. Donc, je me dis, ça peut peut-être faire attaquer un peu plus loin, quoi. Mais bon, comme tu dis, ils sont tellement, ça risque d'être un peu comme au Giro, tu as les quatre grimpeurs qui étaient roue en roue et qui avaient du mal à se distancer, quoi. Ouais, non, Almeida, ouais, il est sur la start list provisoire. Je vois. En début d'année, on parlait d'un Ayuso qui débuterait ce premier grand tour et sur son tour national. Donc à voir aussi parce que le petit, on sait qu'il est pétri de talent. Euh, ouais, j'attends de voir, mais forcément, Almeida aura une revanche. Et globalement, en fait, les Emiratis auront une revanche parce que on sait que, bon, certes, ça paraissait compliqué au moment où il est sorti du Giro sur Covid d'aller chercher un podium parce qu'on sait très bien que le temps, il aurait eu du mal à le récupérer sur le chrono vu le débours qu'il avait. Après, on sait que les Emiratis n'ont pas été vernis sur le Tour de France, donc quelque part, c'est un peu le tour de la récup pour eux. Donc, ils vont miser aussi sur une grosse équipe de ce Ouais, je pense. côté-là. Et il y a moyen aussi que ce tour ce soit un peu un exutoire, une punition pour toutes les équipes et un festival des Éméritis parce que ils ont deux grands tours à rattraper et deux grosses claques qu'ils ont pris. Et c'est vrai qu'un Maïka qui n'a pas fini le Tour de France va quand même arriver en forme, à mon avis. Il y en a d'autres, hein, des Bennett, il va y avoir quelques coureurs quoi, qui seront là présents. Ouais, et puis ils ont récupéré du Covid. Et C'est en ça plus, qui est difficile avec la ils sont Vuelta. tous immunisés en plus. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Avec la Vuelta, j'ai toujours du mal justement à me projeter. Le plateau, il est magnifique, mais sur la forme de chacun, c'est toujours ça qui est très difficile. Entre ceux qui sortent du tour, qui viennent en rattrapage, toujours dur à me projeter sur les forces en présence, en fait. Oui, et puis enfin, il y en a là très clairement, ils vont se préparer. Ça va être un grand tour qui va être de préparation, de peaufinage pour la forme. Et je pense notamment à la Philippe Ouais. pour les championnats du monde, hein. Je vous ai même pas parlé de mon souvenir du mois d'août, mais ça va vous rejoindre quand on dit que c'est un mois creux. C'est peut-être pas le truc d'ailleurs le plus marquant, mais je sais pas pourquoi, hein, c'est le premier truc qui m'est venu sans aller consulter un peu. C'est un nom, c'est Björn Leukemans. Ça vous dit? Ça vous parle? Ça vous dit pourquoi? le mois Peut-être d'août, pas type, peut-être pas type parce que Björn Leukemans, enfin, et fatalement, il est quand même connu, mais au mois d'août parce que c'est Oui. la course des raisins et que c'était la course Hein. de Leukemans qui gagnait chaque année. Voilà, pour vous dire que c'est creux, hein. Mais voilà, je sais pas, j'ai pensé à ça quand mois d'août. Tiens, mois d'août. Ah oui, tiens, Leukemans. Voilà, Non, moi simplement. j'ai la Vuelta, mais après, enfin, oui, il y a des étapes plus marquantes que d'autres, mais c'est pas le grand tour qui me marque dans Ben, comme l'absolu. toi. Et moi, quand tu me parles Vuelta,
enfin, c'est certes un tour très moche du fait des classifications et on sait quelle chaudière c'était de Kobo, mais moi j'ai cette montée de l'Angliru avec Froome. Enfin, ouais, enfin, moi, c'est ce qui me marque le plus sur la Vuelta et c'est pas forcément un bon souvenir du meilleur côté sportif, on va dire. Donc, bon, Ouais. Bah, c'est enfin, un c'est peu pas. comme toi, dans le sens où c'est pas un grand tour, enfin c'est pas le grand tour qui me marque le plus et j'ai pas un souvenir vraiment précis. Et je rejoins un peu aussi Simon, à tel point que pour moi aussi la Vuelta, je la voyais plus tard avant. Alors je sais pas si on se trompe Simon et moi, mais j'avais l'impression que ça démarrait, je l'aurais plus vite pensé en septembre comme Simon. Mais Je avant, le sais pas. championnat du monde, c'était début octobre. C'est le premier week-end d'octobre, avoir l'impression, non? Ouais, ouais, je sais pas. Et par contre, dans la Vuelta, il y avait comme une sacrée étape, c'est quand Froome et son équipe avaient été mis en difficulté dès le premier kilomètre par Contador qui avait attaqué. Et Froome s'était trouvé esselé, tous ses coéquipiers avaient lâché. Alors il y avait une bonne équipe. Et je pense que Contador était parti avec Movistar, je ne sais plus avec quel autre coureur, mais c'était assez extraordinaire cette étape-là, monsieur. Il avait vraiment attaqué au kilomètre 1, toi. Ouais, non, mais Chose qui ne se faisait pas à ce moment-là. ouais, mais de ce côté-là, c'est ce qui marque, oui, avec la Vuelta, c'est le panache à chaque fois. Mais de toute façon, c'est un coureur qui a été marqué par son panache sur à peu près tous les grands tours, mais d'Alberto Contador. Et Ouais. puis on le sait, sur ces dernières années, jusqu'en 2017, je crois, c'est les 3 dernières années, c'était limite sa dernière course de la saison. Donc c'est ce qui rythmait un peu notre tour. Et puis, enfin, c'est un coureur qu'on adorait justement par ce caractère offensif et il te rendait des courses extrêmement belles, Ouais, et notamment la Vuelta. ouais. Ouais, et du coup, on a un peu mélangé les deux rubriques, parce qu'il y avait les souvenirs et la course que vous attendiez. Mais si j'ai bien compris, la course que tu attends, c'est quand même le Tour de l'Avenir alors, Tib? Ouais, c'est plus le Tour de l'avenir que la Vuelta dans Ouais. l'absolu. Moi, mes échéances, ça sont beaucoup plus tard. Je pense qu'on l'a vu en parlant, en digressant un peu, mais j'attends beaucoup plus maintenant le mondial qu'autre chose. Mais ouais, non, le Tour de l'avenir, vu le plateau, et notamment du côté de nos Français, et puis vu le parcours en lui-même, je trouve cette course relativement excitante. Ouais. Et toi, Simon, alors du coup, c'était la Vuelta quand même que tu attends le plus en nous ou... Je trouve quand même toujours qu'après le Tour de France, ça sent déjà la fin de saison, je trouve, des fois. C'est un peu triste, là, mais heureusement qu'il y a les championnats du monde au mois de septembre. Sinon, je trouve que ça sentirait un peu la fin de saison, même si c'est vrai qu'il y a encore les courses canadiennes, il y a encore Lombardie, il y a encore la Vuelta, mais Moi, je suis heureusement que d'accord. après le Tour de France, c'est vrai que, enfin, moi, peut-être c'est de l'autre côté belge aussi, hein, mais j'adore le mois de février, mars, avril, avec tous les classiques. Puis j'adore le Giro aussi, c'est mon tout préféré. Et puis le Tour de France, oui, même le Dauphiné, Tour de Suisse, j'adore aussi parce que c'est la préparation du Tour de France. Et après le Tour de France, j'avais peut-être un peu une overdose de vélo parce que ça fait 5 mois que je regarde non-stop. Et donc, en mois d'août, souvent, je regarde plus trop. Puis la Vuelta, bah, c'est celle que je regarde c'est quand même la course que le grand tour, que je regarde le moins, même si je regarde, hein, mais sans plus. Et puis, heureusement, il y a le championnat du monde parce que c'est vrai que Lombardie, bah, c'est pas la course. Toi, c'est une belle course chaque fois, mais tu sens qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont fini saison, qui ne sont pas présents. Et je trouve limite que le Tour de Lombardie serait quand même serait plus sympa avant le Tour de Lombardie au mois d'août, par exemple. Ouais. Mais Ah, moi, je suis d'accord avec toi. De manière générale, je voyais ça comme toi. Et cette année, ouais, j'attends la Vuelta pour Remco, en fait. Mais Moi aussi. sinon, en règle générale, voilà. Mais cette année, le fait que Remco soit là, et malgré que j'ai dit que j'y croyais pas plus, etc., il y a quand même une curiosité qui fait que ce sera pas comme les autres années, quoi. Et que j'ai envie, j'attends ça quand même avec une certaine hâte, parce que les autres années, je suis même pas sûr, j'aurais choisi la Vuelta comme course que j'attendais le plus. J'aurais peut-être dit, genre, sans l'attendre de fou, mais genre la Bretagne classique ou un truc comme ça. Je trouve que c'est une course encore sympa. Mais là, avec Remco, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Ouais, clairement. Puis ça fait quand même combien d'années en Belgique? C'est quasi 40 ans qu'on attend un vainqueur de grand tour. Hein, parce que, ok, Ouais, on est bon à vélo parce qu'il est classique, mais sinon, sur les grands tours, c'est quand même catastrophique. Et quand je vois même maintenant, je me dis, mais qui en Belgique est capable de faire un top 20, toi? C'est quand même triste de se dire ça, alors que tu vois les Hollandais ces dernières années, c'est toujours dit, les Hollandais, ils ont un pays tout plat, mais ils ont des Kelderman, des Mollema, des Dumoulin, des Kreuzweig, tous des gens qui peuvent faire les top 10. Et en Belgique, je pense, sur les 15 années, il n'y a quand même pas beaucoup qui ont fait, ou qui avaient le potentiel de faire un top 10, à part Jürgen Van Den Broek.
Donc, bah, ça me laisse le temps quand même de vous remercier pour votre participation. C'était vraiment sympa. Je pense qu'on aurait encore pu parler pendant des heures là. On était bien Oui, parti bravo. si on n'était pas trop tard. Je crois que c'était vraiment enrichissant. Et voilà, ça m'a fait plaisir